Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Petit trigger warning avant de commencer la vidéo, nous allons discuter de consentement, je vais employer le terme de viol. Si cette vidéo donc vous met mal à l'aise, n'hésitez absolument pas à la quitter, il n'y aura vraiment pas de soucis. Et sentez-vous libre bien entendu de partir quand vous le désirez. Si vous avez cliqué sur la vidéo à cause du titre, tout d'abord bienvenue, ça veut probablement dire que vous êtes un nouvel arrivant sur la chaîne, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je m'appelle Mag et Plume à Papote est mon petit coin d'internet depuis 4 ans maintenant. Et c'est l'endroit où je vous partage mes lectures, je partage également ma vie en tant que prof et aussi ma passion pour le zéro déchet. Voilà, mon petit coin d'internet quoi. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, comme vous avez pu le voir, nous allons parler de la saga des Bridgerton de Julia Quinn. Et donc, on ne peut pas parler de cette saga sans parler de la série Netflix qui a été adaptée des livres. Cette série a été adaptée par Shonda Rhimes, elle a un grand succès, c'est pour le moment le plus grand succès de Netflix, mais qui est peut-être en passe d'être dépassé par la série avec Omar Sy. Peut-être que je vous ferai une vidéo prochainement d'ailleurs sur cette série et Arsène Lupin. On verra bien si mon rythme de lecture suit. Donc comme je vais être obligée de parler de la série, n'hésitez pas à arrêter cette vidéo si vous n'avez pas regardé la première saison dans son entièreté. Je vais essayer de faire le moins de spoilers possible. Mais ça va être très compliqué et donc si les spoilers vous détestez ça, je pense que cette vidéo n'est clairement pas faite pour vous. Mais par contre, si vous êtes impatient de connaître la suite, que vous n'en pouvez plus et que vous vous demandez si les livres sont faits pour vous, vous êtes au bon endroit parce que vous vous posez très certainement les mêmes questions que moi il y a quelques semaines quand j'ai commencé à lire la saga des Bridgerton. Il faut savoir donc tout d'abord que la saga des Bridgerton de Julia Quinn commence à dater un petit peu. Je pense que c'est sorti au début des années 2000. Et ça se ressent, voilà. Alors vous avez probablement vu que les livres étaient indisponibles. Ils ont été réédités, en tout cas le tome 1 et le tome 2 ensemble par les éditions J'ai lu, si je me trompe pas, dans une chouette édition mi-poche j'ai l'impression, mais j'ai pas pu mettre la main sur cette édition personnellement, donc j'ai dû me rabattre sur les livres numériques. Alors j'ai un peu beaucoup trifouillé des sites obscurs pour me procurer cette version numérique, elle n'est pas géniale, mais c'était en attendant de pouvoir me procurer le bouquin réel et surtout pour pouvoir vous en parler ici en vidéo. Et j'avoue également parce que je n'arrivais pas à attendre et que moi j'adore les spoilers, j'adore me spoiler ce qui va se passer dans une série grâce au bouquin. La saga est constituée de 9 livres, il y a 8 livres qui sont en fait consacrés aux 8 enfants de la comtesse, vicomtesse ou comtesse, j'ai un doute maintenant, Violette Bridgerton, donc elle a eu 8 enfants, Daphné que l'on suit dans la première saison. La petite particularité de cette famille, c'est que tous les enfants ont été nommés par ordre alphabétique. L'aîné s'appelle donc Anthony, son frère cadet Bénédicte, ensuite Colin ou Colin en anglais, Daphné, qui est la 4e, mais qu'on va suivre dans la première saison et dans le premier bouquin. Ensuite après, il y a qui après? Ah ben Héloïse. Oui, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe, si j'ai pas inversé les lettres. Et le dernier tome, en fait, c'est la saga des Bridgerton, on retrouve les personnages, je pense, 20 ans après. Est-ce que j'ai lu ces 9 bouquins? Non, soyons clairs là-dessus. J'ai regardé la série le 30 décembre, je l'ai binge-watché, et une semaine après, je me lançais dans la lecture des livres. Là, au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 21 janvier, j'ai lu 4 tomes sur les 9. C'est donc, je pense, le bon moment pour déjà me faire une opinion. Je pense que même si je poursuivrai la lecture de cette saga, je ne changerai pas foncièrement d'opinion sur les livres et sur la plume de Julia Quinn. Je pense que 4 tomes sur 9, ça permet déjà de se faire une bonne idée. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Comme je vous ai dit, j'ai regardé la série le 30 décembre 2020. J'ai rien compris à ma vie ce soir-là parce que j'ai regardé le premier épisode. Si je vais arrêter, je vais faire un petit peu ma vie, m'occuper de la maison, manger, etc., faire quelques tâches ménagères, et puis je me poserai devant la télé tranquillement pour regarder le deuxième épisode. Le deuxième épisode s'est transformé en troisième épisode, et ainsi de suite, tant et si bien qu'on était le 31 décembre à 2h30 du matin, quand j'ai eu terminé la série, et que j'ai été au lit.
très bon calcul. J'ai été déclassée, hein. Mamie Mag ici déclassée le lendemain pour fêter le réveillon. Ah bon, vu qu'en Belgique il n'y avait pas de réveillon possible, voilà quoi, hein, je ratais pas grand chose. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai été très impatiente, j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, les costumes, les rebondissements, l'histoire d'amour même m'a paru assez chouette à suivre et oui, c'est vrai que j'ai regardé de temps en temps d'une oreille parce que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pas je veux dire la série phare de ma vie comparé à The Crown par exemple où là j'en sens c'est des acteurs à tir larigot. Ici j'ai envie de vous dire c'est une petite série que je trouve sympa, distrayante et légère. Et voilà, j'aimais bien ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, bien entendu, comme beaucoup d'autres personnes, je pense, ce sont les musiques modernes, mais jouées version, j'allais dire Renaissance, mais c'est pas du tout la Renaissance, version Régence, voilà, c'était ça le bon terme. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé, mais je m'y attendais de la part de Shonda Rhimes, c'est la diversité des acteurs, la diversité donc d'origine des acteurs. Moi ça ne me pose absolument aucun problème et je suis enchantée d'ailleurs de voir des acteurs de couleur porter à l'écran ces personnages. D'ailleurs, je trouve que la série est moderne parce que, je sais pas vous, mais quand je l'ai regardée, il y a eu deux personnages, je me suis dit, on touche un petit peu au milieu LGBT là, hein, très clairement. Je m'attendais à ce que Bénédicte soit au minimum bisexuelle et Héloïse dans une relation avec une femme. Est-ce que ça va se passer ou pas? Si on se base sur les livres que j'ai lus, attention gros spoiler, non, non. Et comme je vous ai dit, les livres de Julia Quinn datent des années 2000. Je pense qu'il y avait très peu de livres, c'était un désert point de vue de la diversité à ce moment-là dans la littérature. En tout cas, il fallait bien chercher, c'était vraiment un milieu de niche, j'ai envie de vous dire, pour trouver des livres qui affichaient un petit peu la diversité et proposaient des personnages un petit peu différents. Et en même temps, la romance, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, n'était pas non plus figure de proue pour pousser énormément de changements. En tout cas, la romance qui était publiée, parce que je pense qu'on sait tous hein, qu'il existe des fandoms et que là, sur ces fandoms et sur internet, c'était le début de l'essor des fandoms, je pense, dans les années 2000. On pouvait trouver de tout point de vue des romances. Comme je vous ai dit, donc ces livres prennent à chaque fois un personnage de la famille Bridgerton comme héros et on va suivre la formation de son couple. Il n'y a pas d'énormes spoilers dans ce que je vous dis là, hein, puisque c'est vraiment le cliché même de la construction d'une romance en plusieurs tomes. Chaque tome est consacré à un personnage et à son couple et oui, ça finit bien. Si vous vouliez donc lire quelque chose de très distrayant, un petit peu feel good, etc., bah, allez-y parce que vous savez que ça va bien se finir et finalement il y a très peu de chances que vous soyez déçus sur l'issue à chaque fois de l'intrigue. Voilà, il n'y a pas de secret, ça va se finir par un beau mariage et par des enfants, puisque nous sommes dans l'Angleterre de la Régence et c'est le schéma traditionnel de la famille à l'époque. Julia Quinn là-dessus pouvait donc bien entendu pas tout chambouler et tout changer vraisemblablement. Je pense pas qu'elle en ait eu l'envie à ce moment-là dans sa carrière d'autrice. Maintenant, si vous dites que vous voulez absolument retrouver tous les éléments qu'il y a dans la série, dans les livres, ça va pas le faire, sachez-le dès le départ. Moi, un personnage que j'ai beaucoup aimé dans la série parce qu'elle est vraiment très froide et très imposante, c'est la reine Charlotte. Elle n'est absolument pas mentionnée dans les bouquins, on n'y fait pas du tout figure. La Daphné du premier tome et la Daphné de cette première saison sont deux jeunes filles quand même assez différentes. Dans le sens où Daphné dans le livre n'est pas ce diamant de la première eau et n'est pas cette jeune débutante que tout le monde devrait s'arracher. On la décrit en fait comme une bonne amie. Et vu qu'elle apparaît comme une bonne amie pour les hommes, eh bien aucun ne lui fait de demande en mariage. Et donc elle en est déjà à sa deuxième saison au moment où on la suit dans le premier tome, Daphné et le Duc. Ça c'est vraiment une des plus grosses différences, mais il y en a bien d'autres bien entendu, hein, comme vous devez vous en douter. Je dirais que globalement l'univers de la série est beaucoup plus riche, beaucoup plus dense et beaucoup plus recherché que celui des livres où Julia Quinn en fait, le but de l'autrice c'était de nous partager, de nous communiquer les aventures d'un couple et elle se concentre là-dessus. Donc on a très peu de conceptualisation
historique. Et d'ailleurs, les éléments historiques qui apparaissent, moi personnellement, je ne m'y fierais pas. J'ai pas fait de recherche pour vérifier point par point si c'était bien respecté. Mais il y a peu de chances que ça le soit. La façon dont elle décrit le quotidien d'une jeune fille, d'une jeune débutante, c'était peut-être ça, mais je pense que c'est extrêmement romancé. Il n'y a aucun appui de notes, comme on pourrait lire par exemple à la fin des Outlander de Diana Gabaldon, où elle nous met une bibliographie et sur quels ouvrages dans ses remerciements elle s'est appuyée, les ouvrages historiques, donc vraiment d'historien et un travail de recherche. Je pense que le travail de recherche de Julia Quinn a été minime de chez minime. Mais ça c'est mon ressenti et j'ai pas fait de moi-même une longue recherche pour vous expliquer et vous démontrer point par point que ça c'était pas possible, etc. etc. J'ai lu les 4 livres et j'ai lu les 4 premiers tomes donc de manière assez rapprochée et très rapide. Je dois bien avouer que c'est pas une plume qui m'a particulièrement enchantée, transportée. Je pense pas que vous ratiez votre vie de lecteur si vous ne lisez pas cette saga, hein, très clairement. C'est chouette, lisez-la si vous avez envie de vous distraire, si vous avez le temps. C'est très facile à lire si vous êtes un très grand lecteur, ça se lira en une soirée, en quelques heures, ce sera avalé et bouffé. Et de même, si vous êtes un lecteur débutant ou un lecteur avec des difficultés de lecture, ça se lira également très vite. Et donc vous ne serez pas du tout découragé par votre lecture et par l'épaisseur des livres. J'ai été très surprise par le deuxième tome qui est plus petit en fait que le premier. Je pensais qu'il allait être plus approfondi, que justement l'autrice allait étendre son univers, le construire de plus en plus. Voilà, et donc le deuxième tome m'a totalement déconcertée par son épaisseur, par ses rebondissements, ses péripéties et finalement le peu de substance qu'il pouvait avoir. C'est vraiment mon ressenti personnel, hein. Je suis désolée de dire ça et je comprends totalement en fait les éditions j'ai lu. Mais donc la maison d'édition qui republie le premier et le deuxième tome ensemble a décidé de mettre les 2 tomes ensemble et j'ai compris pourquoi. Quand j'avais vu cette annonce sur internet, sur les réseaux sociaux, je me suis dit c'est bizarre, enfin ça aurait été banco pour eux de nous faire acheter 2 bouquins plutôt qu'un, puisqu'on aurait acheté les 2 hein, d'office. Ils auraient pas pu, enfin c'est vraiment trop petit, c'est limite une novella en fait, point de vue de la taille du bouquin. C'est à peine 300 pages et encore écrit en très grand. Voilà, moi j'étais impatiente de lire la suite et c'est vrai que j'avais hésité à commencer par le premier tome. Peut-être que c'est une question que vous vous posez. Faut-il lire le premier tome pour lire le deuxième tome ou est-ce que avoir vu la première saison suffit? Très clairement, vous n'allez pas apprendre grand chose de différent hein, dans ce premier tome. Mis à part donc que Daphné est très différente justement. Désolée, ça fait beaucoup de différents. Dans le sens, comme je vous l'ai dit, où c'est pas une débutante très recherchée et arrachée par les uns et les autres, très regardée. Il n'y a pas cette pression de la première débutante, du diamant de la première roue désignée par la reine. Et donc ça change un petit peu quoi. Point de vue des différences, on peut citer aussi la famille Featherington, où là le père est décédé. Alors que dans la série il est bel et bien présent et d'ailleurs sa présence va amener pas mal de soucis à la famille. Donc voilà, comme je vous ai dit, l'univers de la série est beaucoup plus riche, beaucoup plus travaillé et beaucoup plus dense que les bouquins. Vous pourrez franchement je pense accrocher au deuxième tome sans trop de soucis, surtout que Daphné n'apparaît pas énormément et en fait la dernière scène de la saison 1 c'est ce qui se passe, c'est la dernière scène exactement quasiment du bouquin, si je me trompe pas, mais on retrouve cette scène dans les livres en tout cas. Pas de souci vraiment pour le fait d'accrocher la saga en cours de route et de commencer par le tome 2 si l'envie vous en dit. Maintenant si vous avez envie de retrouver les personnages, allez-y et faites-vous plaisir. Bien entendu, une des différences entre le bouquin et la série, c'est la description physique des personnages. Si on prend Simon Hastings, le duc de Hastings, non c'est pas le duc de Hastings, enfin le duc, vous voyez qui c'est de toute façon, il est décrit comme grand, musclé,
C'est quelqu'un apparemment devant lequel on tombe en pamoison. Et il a des yeux bleus étincelants. Le personnage à l'écran n'a pas ses yeux bleus étincelants. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est un petit détail hein, quand on voit le personnage qu'on nous a offert. Merci Shonda Rhimes, j'ai envie de te dire. Là où j'ai le plus gros bémol à faire sur la saga de livres, et en quelque sorte également un petit peu avec... Enfin, j'ai deux gros bémols en fait à faire avec la série et la saga. C'est que on encense quand même énormément cette idée de débutante et par extension cette idée donc de virginité chez la femme qui est pas vraiment remise en question, même si la série aborde des thématiques modernes, j'ai envie de vous dire. Du fait de Miss Thompson. Miss Thompson, c'est quelqu'un qui n'apparaît absolument pas dans les livres, par exemple. Et voilà, ça pose vraiment question de ce qu'a voulu faire l'autrice en l'an 2000. Est-ce qu'on avait besoin à nouveau d'une saga qui montrait que les femmes étaient jeunes, frêles, en besoin d'assistance, etc. Alors, elle a essayé, hein, Julia Quinn, par bien des côtés, de rendre ses héroïnes assez fortes, fières et modernes par certains côtés. Pour moi, oui, c'est vrai, je vois l'effort qui est fait, notamment avec Lady Whistledown, par exemple, et qui se cache derrière cette personne. Est-ce suffisant? Moi, j'ai un gros doute, étant donné que, et c'est mon deuxième bémol, les relations entre hommes et femmes sont extrêmement hétéronormées. Mais à l'extrême, mais tu te dis non, non. Alors, quand vous lisez donc la romance de Julia Quinn, est-ce qu'il y a autant de sexe que ce qu'il y avait à l'écran? Oui. Tout est écrit et il y a pas mal de scènes donc, de fesses. Et ces scènes de fesses, mais sont, en tant que lectrice, tu dis non, lectrice féministe, tu es dubitative. Voilà, tu es comme ça, comme je suis à l'instant. Elle a dit, mais c'est pas réaliste, hein, mais pas du tout. Pas du tout. C'est très bien qu'ils prennent leurs pieds. Mais à chaque fois, donc, on a quand même cette scène de romance et cette scène de romance entre deux personnages qui se découvrent, la femme qui est vierge et oh mon Dieu, elle prend son pied du premier coup et tout de suite, et son mari il l'a fait, enfin son futur mari il lui fait atteindre l'orgasme et mon Dieu c'est fantastique, orgasme en même temps. Qui croit encore ça? On ne sait pas, on ne sait pas. Bref, ça c'est vraiment un truc qui me fait lever les yeux au ciel quand je lis les différentes scènes de fesses qui apparaissent dans les bouquins. Là tu dis, bon, on pouvait mettre un petit peu moins de... rendre ça un petit peu moins idéal quoi. Et retranscrire un petit peu plus la réalité entre un mari et une femme qui se découvrent, notamment avec une femme totalement dans le flou par rapport à ce qui se passe entre un mari et une femme justement dans les liens du mariage. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le truc qui aurait pu être amélioré, je trouve. Et j'espère que la série va aborder un petit peu ce point, notamment via Héloïse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Mais comme j'ai pas encore lu le tome qui lui est consacré, je sais pas trop. Et enfin, le dernier bémol que j'ai à faire et reproche, c'est même carrément un reproche, c'est la place du consentement dans cette saga. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, quand on est quelqu'un d'informé, j'ai envie de dire de féministe, peut-être qu'on a les bons outils pour bien voir que ces relations ne sont en fait pas réellement consenties. Et je parle bien de relations sexuelles. Alors, est-ce qu'on est vraiment dans des scènes de viol bien trash? Non, pas du tout. Mais il y a quand même des choses qui posent question et qui me font hurler, hein. C'est pas lever les yeux au ciel, c'est hurler, notamment dans le tome avec Bénédicte. J'avais juste envie de frapper cet homme et de lui dire mais toi maintenant tu vas aller en camp de redressement et en prison et on va faire un petit peu ton éducation, parce que non, ça ne se fait pas de faire ça et de forcer par des moyens financiers et de faire pression sur la personne que tu aimes pour que cette personne ait des relations sexuelles avec toi. Voilà, alors ce qui m'a fait prendre conscience aussi de ça dans la série et dans la saga, c'est la scène entre Daphné et le duc de Hastings. Je sais pas si, comme moi, quand vous avez vu cette scène à l'écran où en fait elle découvre que son mari lui a caché comment en fait on faisait des enfants et qu'il a menti donc sur sa stérilité potentielle.
c'est là en fait moi je me suis rendu compte que j'avais un double standard. Autant je suis bien consciente que le consentement pour une relation sexuelle c'est quand les deux personnes dans la relation sont bien entendu sur la même longueur d'onde, en ont discuté peut-être ou peut-être pas, mais qu'il n'y a pas de coercition entre les deux. Et quand j'ai vu ça à l'écran, je me suis dit bah ouais elle se venge, etc. Et ça m'a pas semblé être un problème de consentement. Et puis après en y réfléchissant et surtout en étant alertée par le fandom, par les gens donc qui sont fans des bouquins et de la série et qui parlait de cette scène, donc t'es là, non mais c'est un viol, il y a un problème de consentement, etc. Et ça m'a fait prendre conscience, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux que j'avais un double standard. Alors malgré toutes mes lectures, malgré le fait que je m'éduque sur le sujet, que j'essaye d'être la plus bienveillante possible et la plus proactive possible, j'ai envie de vous dire là-dessus, eh bien j'avais pas réalisé que cette scène était problématique. Et elle l'est encore d'autant plus dans les bouquins parce qu'on a un Simon qui est en état d'ébriété. Donc état d'ébriété dit que la personne ne peut pas consentir à une relation sexuelle. Et ça c'est bien clair pour moi quand la personne qui est en état d'ébriété est une femme face à un homme. Donc pourquoi est-ce que moi je n'ai pas fait tilt à ce moment-là? Je ne sais pas. Enfin dans le livre je me dis ouais non là ça passe pas, c'est un viol, hein. Toutes mes excuses pour le mot terme et le terme qui est cru, mais non ça... Dans la vraie vie, non, je dirais à la personne, tu viens avec moi, on va voir quelqu'un, on va t'aider, mais il faut trouver une solution. Cette relation n'était pas consentie. Voilà. Et ça va se reproduire, en fait, si vous lisez la série, si vous lisez la saga, pardon, ça va se reproduire encore et encore, ces problèmes de consentement. C'est très fortement marqué dans le tome avec Bénédicte. Où ça m'a extrêmement gênée, j'en suis même arrivée à détester ce personnage alors que je l'adorais dans la série. Quand je l'ai vu j'étais là, je dis mais je l'adore, vivement qu'on arrive à sa saison finalement où on va le voir se mettre en couple et le voir faire finalement ses découvertes. Là je l'ai détesté et c'est quelque chose que j'ai même peur de voir à l'écran. Je sais pas du tout comment les réalisateurs de la série et les scénaristes vont s'en sortir avec ce qu'il y a dans les livres et pour coller le plus possible au scénario. On verra bien, mais il y a des gros écueils à éviter dans les prochaines saisons, ça c'est clair. J'ai bien conscience que mon avis peut paraître un petit peu décousu. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo que je vous filme face cam de manière très spontanée. Comme d'habitude, hein, pas de surprise là-dessus et j'ai très peu préparé ma vidéo, mais quasiment pas. Je savais que je voulais vous la tourner, vous parler de cette saga des Bridgerton, mais sans savoir exactement ce que je voulais vous en dire. J'espère que c'est plus ou moins clair et je serai ravie d'en discuter avec vous. J'espère que cette petite vidéo quelque peu décousue vous aura permis de vous faire une petite idée de ce qui vous attend si vous entamez la lecture de la série des Bridgerton. Merci de l'avoir regardé en tout cas jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, si vous l'avez déjà regardée, si vous l'avez aimée, si vous comptez lire les livres et vous faire votre propre opinion. Moi je ne peux que vous y encourager. Et en attendant, à la prochaine. Bye bye!